Non, Claude Lévi-Strauss n'est pas l'inventeur de la célèbre marque de blue jeans. Et c'est pas à cause de son nom que j'ai choisi de vous parler des significations philosophiques du vêtement. D'ailleurs, Lévi-Strauss raconte lui-même une anecdote assez amusante à ce propos dans un ouvrage d'entretien avec Didier Héribon qui s'appelle « De près de loin ». Alors, il raconte qu'il était invité à un colloque en Californie, à l'université de Berkeley. Et il va au restaurant avec sa femme, ils font la queue en attendant qu'une table se libère et le serveur vient les voir pour demander leur nom afin de les appeler quand la table sera libre. Et quand il entend qu'il a devant lui Mr. et Mrs. Lévi-Strauss, il lance cette interrogation « The pants or the books ?» savoir les pantalons ou les livres. Et Lévi-Strauss remarque à ce titre que le serveur californien est quand même doué d'une certaine culture, puisque quand sa femme à lui commande des choses dans une boutique parisienne, on croit toujours que c'est à cause des pantalons et jamais à cause des livres. Alors, quelques repères biographiques sur Lévi-Strauss. On peut noter d'abord que, bien qu'il soit un des plus grands penseurs du XXe siècle, au point qu'on l'a parfois appelé le dernier géant de la pensée, Lévi-Strauss demeure le plus célèbre des inconnus. Il a produit une œuvre d'une assez grande longévité, d'une grande ampleur, et sa pensée exigeante et complexe est cependant relativement méconnue. Alors, il est à la fois philosophe, bien qu'il rejette le terme, j'y reviendrai tout à l'heure, mais surtout il est le fondateur d'une discipline nouvelle, d'une science humaine nouvelle qui s'appelle l'anthropologie structurale. Alors, on appelle ethnologie ou anthropologie, les termes sont parfois distingués mais ils sont souvent utilisés dans des sens proches, une discipline qui vise à étudier et à comparer l'ensemble des différents groupes humains et leur culture. Donc à partir de données ethnographiques qui vont être récoltées sur le terrain, donc lors d'expéditions, l'anthropologue va ensuite mettre en perspective ces données et puis les analyser afin de comparer les différentes sociétés, les différentes ethnies qui composent l'humanité. Lévi-Strauss est venu à l'ethnologie un peu par hasard, par souci, dit-il, d'échapper aux errements de la métaphysique et pour trouver un ancrage plus solide dans l'expérience et dans le réel. Alors, il va révolutionner cette discipline en lui appliquant le concept de structure qui permet, pour le dire un peu vite, la description d'un ensemble de faits qui font système, comme les mythes, l'habitat, les rituels, l'alimentation, etc. Il va publier sa thèse de doctorat qui s'intitule « Les structures élémentaires de la parenté » en 1949. Et c'est grâce à cette thèse qu'on va voir l'entrée de la notion de structure en ethnologie. Et cette première application de sa méthode novatrice va lui apporter une certaine notoriété précoce dans la communauté des anthropologues de nombreux pays. Alors, pour aussi voir d'où il vient, avoir quelques repères biographiques, il faut savoir que Lévi-Strauss est né en 1908 dans une famille d'artistes peintres. Il a grandi à Paris dans un milieu cultivé, certes, mais peu aisé. Il le raconte dans plusieurs livres d'entretien. Sa famille est d'origine juive, puisque son grand-père est rabbin, mais ses parents sont incroyants et non pratiquants. Il l'élève en dehors de la religion. Il va d'abord mener des études de philosophie en classe préparatoire au lycée Condorcet à Paris, puis à la Sorbonne, où il va s'inscrire dans un double cursus droit et philosophie. Et c'est aussi la période où il va s'impliquer politiquement à gauche, en rejoignant la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, qui deviendra en 1969 l'actuel Parti socialiste. Alors, il obtient l'agrégation de philosophie en 1931, et ce qui va lui permettre d'enseigner quelques années, mais il s'ennuie assez rapidement dans cette fonction qu'il juge trop répétitive. Et donc, en 1935, il décide de partir au Brésil, où l'attend à Sao Paulo un poste de professeur de sociologie. Et c'est à partir de là qu'il va mener ses premières expéditions ethnologiques chez d'abord les Indiens Kaduveo, et puis les Indiens Bororo et les Indiens Nambiquara, les trois tribus qu'il va d'abord rencontrer. Et ces premiers voyages vont être racontés dans l'ouvrage qui va le rendre célèbre, qui s'appelle Triste Tropique, qui paraîtra en 1955. Alors, de retour en France de son voyage au Brésil, il est mobilisé en 1939
et affecté près de la ligne Maginot. Il sera très vite démobilisé en 1940 pour retrouver un poste de professeur qu'il gardera très peu longtemps, puisque les lois raciales votées par le régime de Vichy excluent les juifs de la fonction publique. Donc, pour sauver sa vie, il va s'enfuir en 1941 à bord d'un bateau pour New York, où il va notamment, pendant cette expédition, pendant ce voyage, rencontrer Roman Jakobson, qui est le fondateur de la linguistique structurale. Donc c'est une rencontre importante pour lui. Aux États-Unis, il va devenir conseiller culturel auprès de l'ambassade de France aux États-Unis et il revient ensuite assez rapidement en Europe, puisque là encore il s'ennuie très rapidement dans cette expérience diplomatique et il retourne à ses premiers amours, c'est-à-dire à l'ethnologie, et qu'il ne va pas quitter pour le reste de sa carrière, puisque on a par la suite des étapes classiques mais très brillantes. Il sera sous-directeur du Musée de l'Homme en 1949, directeur à l'École pratique des hautes études en 1950, élu au Collège de France en 1959, après 2 tentatives infructueuses quand même. Et puis il fera paraître en 1962 2 ouvrages, Le totémisme aujourd'hui et La pensée sauvage. Par la suite, dans ses ouvrages suivants, il va appliquer la méthode structurale à l'étude des mythes dans un ouvrage qui s'appellera Mythologique, qui va paraître en 4 volumes de 1964 à 1971. En 1973, il est élu à l'Académie française, où il prend la suite de Monterland, au 29e fauteuil. Et puis il va décéder à un grand âge, le 30 octobre 2009, à 101 ans, à Paris, mais il sera enterré en Bourgogne dans l'intimité familiale. Il tenait à échapper aux obsèques solennelles. Alors, pour en venir à sa pensée, on peut dire que Lévi-Strauss a beaucoup réfléchi à la méthode qu'emploie l'ethnologue dans son travail d'appréhension des cultures. Et il se rend assez vite compte que le principal obstacle qu'il doit dépasser, c'est sa propre appartenance à une culture. Comme n'importe quel homme, en réalité, l'ethnologue a grandi dans une culture donnée, avec ses normes, ses valeurs, ses coutumes, ses traditions. Et tout ça, il l'a très lentement intériorisé à travers l'éducation qu'il a reçue et le mode de vie qu'il a toujours connu. Et donc, face à la différence culturelle, l'ethnologue, comme tout homme, a toujours un premier réflexe qui consiste à rapporter à sa propre culture les éléments nouveaux, les rites, les croyances, les mœurs, dont il fait la découverte chez d'autres peuples. Alors cette attitude d'origine inconsciente, qui est universellement répandue, on l'appelle l'ethnocentrisme. Ça vient du grec ethnos, la tribu, la nation, et du latin centrum, le centre. Donc l'ethnocentrisme, ça consiste à considérer sa propre société comme un modèle et à voir toute différence par rapport à ce modèle comme un signe d'infériorité. C'est un réflexe plus ou moins volontaire. Alors, dès Triste Tropique, Lévi-Strauss explique que c'est l'ethnocentrisme, par exemple, qui nous conduit à parler de sociétés dites primitives, comme si certaines sociétés étaient restées à l'état premier, préhistorique, nous seuls étant parvenus par le progrès à l'état civilisé. Il montre que, parce que notre histoire à nous occidentaux est surtout caractérisée par un développement des sciences, des techniques et de la puissance économique, nous imaginons que les sociétés qui n'ont pas su progresser sur ces 3 plans sont des sociétés sans histoire. En réalité, évidemment, toutes les sociétés ont une histoire, même si celle-ci est différente de la nôtre. Et donc, si nous prenions, par exemple, comme critère de développement, la parfaite adaptation de l'homme à un milieu particulièrement hostile, ce ne seraient plus les Occidentaux qui seraient considérés comme civilisés, mais plutôt, par exemple, les Bédouins du désert saharien ou les Inuits de l'Arctique. Si, autre exemple, on prenait comme critère la connaissance précise des ressources du corps humain, les plus civilisés seraient les peuples de l'Orient et de l'Extrême-Orient, etc., etc. En fait, toute culture peut se prévaloir d'une supériorité selon un critère qui lui est propre. Mais comme aucun de ces critères n'est plus pertinent qu'un autre, aucune culture ne peut se considérer comme supérieure aux autres. Et en 1952, Lévi-Strauss va écrire à la demande de l'UNESCO un petit ouvrage incisif qui s'appelle Race et Histoire,
qui déconstruit l'ensemble des théories racistes, de Gobineau à Hitler. Et il insiste dans ce texte, précisément, sur la diversité des cultures humaines et leur tendance à se considérer chacune comme supérieure aux autres. Alors c'est un ouvrage dans lequel Lévi-Strauss récuse également l'idée évolutionniste selon laquelle ces cultures, dites moins avancées que nous, seraient vouées à progresser par étapes, et idée qui sous-entendrait que, évidemment, il y aurait des degrés d'avancement plus prégnants chez certaines cultures que dans d'autres. Alors, de là va découler une thèse qu'on appelle la thèse du relativisme culturel, et cette thèse affirme que le jugement qu'on porte sur une culture n'est jamais objectif, n'est jamais neutre, mais reflète toujours, qu'on le veuille ou non, notre propre appartenance culturelle. Et pour citer les propos de Lévi-Strauss lui-même, en 1988, il dit la chose suivante: « Le relativisme culturel, qui est une base de la réflexion ethnologique, affirme qu'aucun critère ne permet de juger dans l'absolu une culture supérieure à une autre. » Par conséquent, le relativisme culturel conduit à refuser tout type de hiérarchisation des cultures, mais aussi à reconnaître, je le cite à nouveau, que pour porter un jugement sur une culture, il faudrait pouvoir échapper à l'attraction de toute culture, ce qui est bonnement impossible. Dès lors, on ne peut que décrire les différentes cultures humaines, s'efforcer de les comprendre, s'efforcer d'en interpréter les croyances et les pratiques à partir d'une observation minutieuse, et telle est exactement la tâche de l'ethnologue qui, par rigueur scientifique, va s'interdire de juger son objet d'étude au sens où il va s'interdire de le critiquer et d'en établir la valeur, notamment morale. Alors, ces apports de la pensée de Lévi-Strauss vont nous fournir des outils conceptuels pour aborder le problème philosophique que je vous annonçais tout à l'heure, à savoir quelle signification faut-il attribuer au fait d'habiller son corps. Alors, vous le constatez, nous portons tous des vêtements. Et sans doute que ce matin, comme tous les matins, avant de sortir de votre domicile, avant de vous exposer au regard des autres, vous vous êtes posé cette inévitable et cruciale question plantée devant votre armoire: qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Alors, en accomplissant cet acte quotidien et en apparence parfaitement anodin de nous habiller, il ne nous vient pas forcément à l'esprit de questionner le sens de cette pratique ordinaire. Ça va de soi, on ne va pas sortir tout nu. Pourtant, si la philosophie c'est bien l'art de s'étonner des choses les plus familières, comme l'explique déjà Aristote dans l'Antiquité, il convient qu'elle se penche aussi sur le vêtement et qu'elle interroge ses significations. On peut remarquer en effet que de tous les animaux, l'homme est le seul à habiller son corps d'étoffe, de peau, de parure, se distinguant ainsi par le refus de sa nudité naturelle. Pourtant, sous certains climats suffisamment chauds, c'est pas le cas chez nous, mais bon, il pourrait très bien choisir de vivre sans couvrir son corps. Alors, pourquoi le dissimuler et pourquoi en modifier l'apparence originelle? Que cherche l'homme lorsqu'il habille son corps par le vêtement? Pour le comprendre, je vous propose un parcours en plusieurs étapes qui va explorer les trois fonctions principales du vêtement, qui sont d'abord la protection, ensuite la pudeur et enfin la parure. Alors, on pourrait tout d'abord penser que c'est pour protéger son corps que l'homme l'habille. En effet, la peau humaine constitue une enveloppe fragile, vulnérable, qui résiste assez mal aux morsures du froid ou aux brûlures du soleil. Et donc, les premiers hommes préhistoriques chassaient ainsi des animaux à fourrure épaisse, tels que les bisons, les ours, les aurochs, les rennes, afin de pouvoir se vêtir, mais aussi se chausser, se coiffer, bref, se protéger des intempéries. Il faut couvrir le corps pour lui permettre de résister à ce qui pourrait en compromettre l'intégrité, pour préserver ce qui pourrait l'abîmer. Alors, telle est en tout cas l'interprétation qu'on peut faire du vêtement à partir de la lecture d'un mythe antique grec, que vous connaissez peut-être, dont on trouve une version, parmi d'autres, dans le dialogue de Platon qui s'intitule le Protagoras. Et ce mythe, c'est le mythe de Prométhée. Au cours de son échange avec Socrate, le célèbre sophiste Protagoras fait le récit de ce mythe et il raconte qu'au moment de la création du monde terrestre, deux titans, Prométhée et Épiméthée, ont été chargés par les dieux de l'Olympe de répartir entre toutes les espèces mortelles qui allaient être créées différentes capacités naturelles nécessaires à leur survie.
Et pour permettre à ces différentes espèces de résister aux rigueurs climatiques, mais aussi aux destructions mutuelles, Épiméthée, l'un des deux, veut se charger tout seul d'organiser le partage. Et il va, en ce sens, distribuer aux animaux des facultés diverses et variées, comme par exemple des pelages, denses pour certains, pour d'autres des carapaces, pour d'autres encore des griffes, des crocs, des ailes, des nageoires, bon, etc. Toutes les capacités qu'on trouve dans la diversité du règne animal. Et Épiméthée met un soin tout particulier à ce que cette répartition soit effectuée dans un esprit d'équité, en tâchant d'équilibrer les atouts et les faiblesses de chacun. Par exemple, en faisant en sorte que chaque espèce ait son propre régime alimentaire pour qu'il y ait assez de ressources pour tout le monde. Il fait aussi en sorte de limiter la fécondité de ceux qui, au sommet de la chaîne alimentaire, se nourriront d'autres animaux herbivores. Et pourtant, dans sa volonté d'élaborer ce qu'on appellerait aujourd'hui un écosystème durable, Épiméthée a commis une erreur tragique. Alors Épiméthée, je le précise, dont le nom signifie étymologiquement et de manière révélatrice celui qui réfléchit après avoir agi. À l'inverse de son frère, Prométhée, celui qui va réfléchir avant celui qui est avisé. Donc son frère Prométhée constate la bévue de son nigo de frère et il se rend compte qu'il va être obligé d'intervenir pour la corriger. Et de ce fait, il va s'introduire sur le mont Olympe où il va dérober à Héphaïstos et à Athéna le feu et le savoir technique. Souvent on pense au feu mais on oublie qu'il y a aussi le savoir technique. Et donc il fait présent du feu et du savoir technique aux hommes pour compenser leur faiblesse naturelle. Et à partir de là, grâce au don de la technique, l'homme devient capable d'inventer notamment les vêtements, les chaussures, les couvertures, mais aussi les habitations et les armes, développant ainsi autour de son corps tout ce qui est nécessaire pour se protéger. Prométhée, évidemment, sera puni pour avoir commis ce larcin, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse précisément dans ce mythe, donc je ne vais pas en poursuivre le récit. Alors qu'est-ce qu'on en retire de ce mythe ? Protagoras nous livre un récit mythique dont la fonction est, comme pour tous les mythes, en réalité de remonter aux origines d'un phénomène, pour en rendre raison, pour l'expliquer, pour dire pourquoi les choses sont comme ça et pas autrement. Ici, entre autres, il s'agit d'expliquer pourquoi, depuis sa création ou son apparition, l'homme n'est pas un animal tout à fait comme les autres, et pourquoi le genre humain se distingue du reste de la nature, en particulier par ses inventions techniques, parmi lesquelles il faut compter le vêtement. En ce sens, ce que nous indique le mythe de Prométhée, c'est que la première fonction du vêtement serait avant tout son utilité. Il s'agit de défendre le corps humain contre les agressions climatiques, mais aussi de constituer une armure empêchant la peau d'être déchirée par le contact direct avec l'âpreté du réel. L'extrême fragilité du corps humain rend ainsi raison de l'habillement. Et c'est d'ailleurs à cela que sert le tout premier vêtement dont nous enveloppons le corps d'un nouveau-né, préserver son existence précaire, l'entourer d'une protection qui va être indispensable à sa survie. Dans la même logique, on constate aussi que plus l'environnement est hostile ou dangereux, plus on a besoin d'envelopper son corps de diverses couches protectrices. C'est le cas pour la combinaison du motard qui va être équipée de renforts en Kevlar indispensables en cas de chute. C'est le cas aussi pour la combinaison du plongeur sous-marin en néoprène pour résister à la température de l'eau, ou encore, plus complexe encore, la combinaison de l'astronaute, qui témoignent, chacune à leur façon, de la fonction utilitaire du vêtement. Pourtant, il me semble qu'on est loin d'avoir fait le tour de la question du vêtement si on se limite à cette seule fonction utilitaire. En effet, on l'a dit tout à l'heure, la nature n'impose pas partout à l'homme d'être vêtu, parce que la douceur de certains climats tropicaux ou équatoriaux permet à ses habitants d'y vivre nus. Par exemple, les Indiens Korowai de Papouasie indonésienne ou encore les Waorani d'Équateur ne couvrent pas leur corps de vêtements ni ne portent de chaussures. Alors pourquoi, sous d'autres latitudes tout aussi clémentes qui permettraient la nudité, les hommes s'habillent-ils quand même ? Il semble bien que les seuls impératifs physiologiques, les seuls besoins du corps, n'expliquent pas à eux seuls que l'homme couvre son corps. Donc il va falloir envisager d'autres fonctions aux vêtements que celle de la protection. Alors, on peut continuer à suivre la voie du mythe pour venir à bout de notre interrogation, puisqu'un autre mythe célèbre, peut-être plus célèbre encore, peut nous éclairer sur la fonction de l'habillement. C'est dans la Genèse, évidemment, celui d'Adam et Ève.
Vous le savez, dans le jardin d'Éden, le premier homme et la première femme vivent nus, en parfaite innocence, avec les autres créatures. Et c'est seulement après avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon et de ce qui est mauvais qu'ils prennent conscience de leur nudité. La honte qu'ils éprouvent alors les incite d'abord à se cacher, puis à coudre ensemble des feuilles de figuier pour se constituer des pagnes. Vous connaissez l'histoire, Dieu se rend compte de leur faute, et pour les punir, il les chasse de l'Éden, condamnant Adam à la peine du travail, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, et condamnant Ève de son côté aux douleurs de l'enfantement. Ce qu'on sait moins, c'est qu'au moment où il les chasse, Dieu couvre Adam et Ève de tuniques de peau pour les protéger de son regard et de celui de l'autre. C'est là, selon la Bible, l'acte de naissance du vêtement qui en hébreu se dit malbouche, c'est-à-dire cache-honte. Le vêtement permet ainsi de cacher ce qui ne peut et ne doit être vu, mais il possède de ce fait une signification ambiguë, dans la mesure où il constitue le rappel quotidien de la faute pour celui qu'il porte. Il constitue, comme le dit le psychanalyste anglais John Carl Flugel, une sorte de rougeur perpétuelle sur le visage de l'humanité. Ici, le mythe de l'Éden met l'accent sur un point différent de celui qu'avait mis en lumière le mythe de Prométhée. Tous deux s'emploient à expliquer l'apparition du vêtement, mais selon la Genèse, il s'agit surtout de signaler que l'apparition de la pudeur marque la rupture entre l'innocence et la chute, mais aussi, en un autre sens, entre l'animalité et l'humanité, entre la nature et la culture. En effet, la pudeur n'existe pas chez l'animal, qui se plaît à vivre à poil, ni chez le petit enfant, qui ne possède pas de façon innée d'inhibition corporelle. Il y a d'ailleurs beaucoup de plaisir pour les jeunes enfants à exhiber leur corps nu, et il faut un certain temps pour qu'ils intériorisent les règles de la retenue et de la décence qui nous imposent de dissimuler notre corps par le vêtement lorsque nous sommes en public. C'est grâce à l'éducation, ou à cause d'elle, diront certains, que l'enfant va progressivement sortir de cette animalité première et développer le sentiment de pudeur qui l'empêchera de dévoiler sa nudité en public. Mais alors, que penser à nouveau des peuples qui vont nus, qui se plaisent à demeurer en costume d'Adam et en tenue d'Ève? Faut-il en déduire que le vêtement constitue une sorte de ligne de partage entre la barbarie et la civilisation, comme l'ont pensé assez longtemps les Européens, et notamment les philosophes des Lumières, fascinés par le mythe du bon sauvage? La nudité serait alors le signe de l'innocence de ces peuples primitifs, de leur absence de pudeur, de leur extrême proximité avec la nature, par opposition avec l'homme civilisé et donc dénaturé, qui lui vit sous le régime vestimentaire de la superposition des couches et de la dissimulation de la totalité de son corps. Alors c'est en tout cas ainsi que Christophe Colomb décrit les premiers Indiens qu'il rencontre. Je le cite, « Il me parut qu'ils étaient des gens très dépourvus de tout. Ils vont nus, tels que leur mère les a enfantés. » Il écrit ça dans son journal de bord en 1492. Et 30 ans plus tard, un témoignage de Francisco de Ortiz devant le Conseil des Indes fait état de la sauvagerie des indigènes en les termes suivants. « Ils mangent de la chair humaine. Ils n'ont pas de justice. Ils vont tout nus, mangent des puces, des araignées et des vers crus. Ils n'ont pas de barbe, et si par hasard il leur en pousse, ils s'empressent de l'épiler. » Dès lors, vous le savez, le processus de colonisation et de civilisation de ces peuples jugés primitifs consistera, entre autres, comme on l'avait fait un siècle plus tôt en Afrique, à leur imposer de couvrir leur corps, comme on apprend à un enfant à ne pas se promener tout nu devant les autres. Alors on retrouve ici tout simplement le réflexe ethnocentrique si bien décrit par Lévi-Strauss dans Triste Tropique. Et il en parle en les termes suivants. Je vous lis un petit extrait qui me semble tout à fait approprié. L'attitude la plus ancienne, et qui repose sans doute sur des fondements psychologiques solides, puisqu'elle tend à réapparaître chez chacun de nous quand nous sommes placés dans une situation inattendue, consiste à répudier purement et simplement les formes culturelles, morales, religieuses, sociales, esthétiques, qui sont le plus éloignées de celles auxquelles nous nous identifions. Habitude de sauvage, cela n'est pas de chez nous, on ne devrait pas permettre cela, etc. Autant de réactions grossières qui traduisent ce même frisson, cette même répulsion en présence de manières de vivre, de croire ou de penser qui nous sont étrangères. Ainsi, l'Antiquité confondait-elle tout ce qui ne participait pas de la culture grecque, puis gréco-romaine, sous le même nom de barbares.
La civilisation occidentale a ensuite utilisé le terme de sauvage, dans le même sens. Or, derrière ces épithètes se dissimule un même jugement. Il est probable que le mot barbare se réfère étymologiquement à la confusion et à l'inarticulation du chant des oiseaux, opposé à la valeur signifiante du langage humain. Et sauvage, qui veut dire de la forêt, évoque aussi un genre de vie animale par opposition à la culture humaine. Cette attitude de pensée, au nom de laquelle on rejette les sauvages, ou tous ceux qu'on choisit de considérer comme tels, hors de l'humanité, est justement l'attitude la plus marquante et la plus instinctive de ces sauvages mêmes. L'humanité cesse aux frontières de la tribu, du groupe linguistique, parfois même du village, à tel point qu'un grand nombre de populations dites primitives se désignent elles-mêmes d'un nom qui signifie les hommes, ou parfois dirons-nous avec plus de discrétion les bons, les excellents, les complets, impliquant ainsi que les autres tribus, groupes ou villages ne participent pas à des vertus ou même de la nature humaine, qu'ils sont tout au plus composés de mauvais, de méchants, de singes de terre ou d'œufs de poux. On va souvent jusqu'à priver l'étranger de ce dernier degré de réalité en faisant un fantôme ou une apparition. Ainsi se réalisent de curieuses situations où deux interlocuteurs se donnent cruellement la réplique. Dans les Grandes Antilles, quelques années après la découverte de l'Amérique, pendant que les Espagnols envoyaient des commissions d'enquête pour rechercher si les indigènes avaient ou non une âme, ces derniers s'employaient à immerger des blancs prisonniers afin de vérifier par une surveillance prolongée si leurs cadavres étaient ou non sujets à la putréfaction. En refusant l'humanité à ceux qui apparaissent comme les plus sauvages ou barbares de ses représentants, on ne fait que leur emprunter une de leurs attitudes typiques. Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. Alors, la rencontre entre l'Ancien et le Nouveau Monde, on le sait, a provoqué un nombre incroyable de bouleversements économiques, théologiques, culturels et moraux. Et l'occidentalisation des Amériques exposa les Indiens au contact des Blancs, qui étaient porteurs de maux contre lesquels les autochtones n'étaient pas immunisés. La maladie, mais aussi les massacres, ont ainsi décimé des peuples entiers, réduisant leur culture à néant. À titre d'exemple révélateur, dans l'île autrefois nommée Hispaniola, aujourd'hui partagée entre Haïti et Saint-Domingue, les indigènes étaient environ 100 000 en 1492, à l'arrivée des Espagnols. Un siècle plus tard, ils n'étaient plus que 13. L'ethnologue ne peut ignorer le remords d'appartenir à un monde qui se rendit coupable d'en assassiner un autre. Et dans son travail, il est lui-même constamment en proie à un dilemme. En étudiant, il risque de mettre en danger ceux qu'il veut préserver, par un contact avec une autre forme de culture qui peut menacer les modes de vie et les traditions autochtones. Le progrès devient alors une source grave de mutilation des cultures indigènes, d'où le constat amer développé dans Triste Tropique, il n'y a plus rien à faire. La civilisation n'est plus cette fleur fragile qu'on préservait, qu'on développait à grand-peine dans quelques coins abrités d'un terroir riche en espèces rustiques, menaçantes sans doute par leur vivacité, mais qui permettaient aussi de varier et de revigorer les semis. L'humanité s'installe dans la monoculture. Elle s'apprête à produire la civilisation en masse, comme la betterave. Son ordinaire ne comportera plus que ce plat. La colonisation du Nouveau Monde s'est ainsi légitimée aux yeux des Européens en se parant des atours de la mission humanitaire. Il fallait à tout prix civiliser ces pauvres sauvages, les éduquer et donc les soumettre aux normes de la culture chrétienne occidentale. Par exemple, la mise aux normes de la nudité des sauvages renvoie à l'obligation chrétienne éditée dans l'épître de Saint Jacques 2,15, je cite, « Vêtir ceux qui sont nus ». En effet, la tradition chrétienne, suivant saint Augustin, a fait une lecture du mythe de l'Éden qui voit dans ce récit archaïque celui de la corruption de la nature humaine due à l'irruption du désir sexuel. Le vêtement se justifiait désormais par la nécessité de couvrir une nudité devenue honteuse, nudité qui suscite la concupiscence et excite le désir d'un corps qui ne se soumet plus à la volonté raisonnable, parce qu'il est sur le point de commettre le péché de chair.
Ainsi, selon cette vision chrétienne, le vêtement, en dissimulant les organes sexuels à la vue, soustrait l'homme à l'emprise de la nature et de ses instincts. L'homme devient alors une créature morale grâce à la décence, considérée comme le fondement de toute sociabilité. Et dès le début de la colonisation, il y a donc urgence à faire sortir les sauvages de leur état d'innocence naturelle. Et c'est à l'homme blanc d'accomplir cette mission civilisatrice. Tel est le discours officiel qui sera tenu par les Européens pendant plusieurs siècles. En réalité, il existe aussi une autre justification, un peu plus prosaïque, de ce zèle évangélique, et elle est révélée dans un discours que fit un explorateur anglais à la Chambre de commerce de Manchester en 1897. Je le cite. « Si seulement nous parvenions à couvrir les indigènes le jour du Seigneur, cette innovation dans les mœurs africaines représenterait un nouveau marché de 320 millions de mètres de cotonnades anglaises. » Quand l'éducation à la pudeur devient un marché très lucratif. Bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, dans la majorité des cultures, les hommes couvrent leur corps de vêtements lorsqu'ils sont en public. Et c'est ce qui marquerait leur éloignement d'avec la nature. Mais alors, toujours la même question, que dire des peuples qui continuent à vivre nus, aujourd'hui encore, dans un monde majoritairement vêtu? Puisque l'anthropologie contemporaine nous a appris à prendre du recul avec les formes ethnocentriques de définition de ce qui est ou n'est pas civilisation, il ne nous viendrait plus à l'idée de qualifier ces peuples de sauvages. Mais la question demeure. Qu'est-ce qui explique leur choix de la nudité? On peut se pencher sur le cas des Indiens Huaorani d'Équateur, un peuple qui ne savait rien de la civilisation moderne jusque dans les années 1950, et qui tente encore, pour la trentaine de communautés qui subsistent, de vivre de manière traditionnelle, selon ses coutumes ancestrales. Lorsqu'on les interroge sur leur refus du vêtement, ils répondent la chose suivante. « Nous vivons nus parce que c'est naturel. Ceux qui s'habillent, c'est parce qu'ils ont quelque chose à cacher. On doit simplement se montrer tel que l'on est et que la nature nous a fait. » On retrouve également dans notre culture cette revendication de se montrer tel que la nature nous a fait au sein du mouvement naturiste, par exemple, qui en a fait son mot d'ordre, contre l'injonction ordinaire à la décence dans les espaces publics communs. La pratique naturiste renverse les normes et fait de la nudité la règle obligatoire au sein de l'espace naturiste, prônant ainsi un véritable retour aux sources, comme le dit l'extrait de la présentation sur le site de la Fédération française de naturisme. Nu, tel que l'on est et que la nature nous a fait. Mais est-ce vraiment là ce que nous voyons? Rien de moins sûr. Certes, ces hommes et ces femmes laissent apparaître l'intégralité de leur corps. Ils ne le dissimulent pas et c'est en ce premier sens qu'on peut dire qu'ils sont nus. Mais la nudité ne se définit pas seulement comme absence du vêtement. Elle est aussi et surtout absence de transformation corporelle, modifiant l'ordre de la nature. Or, on constate que les Waorani portent des ceintures, des colliers, qu'ils marquent leur peau de tatouages et de maquillage, qu'ils se percent les oreilles, confirmant ainsi que sous aucun tropique ne persiste la nudité intégrale offerte par la naissance. Aucune civilisation, aucune tribu ne déroge à ce que l'historienne de l'art et philosophe France Borel nomme le refus universel de la nudité. En définitive, si le corps nu, absolument nu, considéré comme bestial, rejoint l'ordre de la nature, au contraire, le corps vêtu, décoré, tatoué ou mutilé exhibe ostensiblement son humanité et son intégration à un groupe constitué. Contrairement à une opinion communément répandue, il n'y a donc pas de stricte équivalence entre un corps nu, au sens où il est dévoilé, livré au regard d'autrui, et un corps naturel. D'ailleurs, le simple fait de se couper les cheveux, de se tailler les ongles, de s'épiler, ou même encore de se laver, constitue déjà un ensemble de modifications culturelles du corps, visant à le débarrasser de certains produits naturels jugés indésirables ou même indécents. Toute transformation du corps, et pas seulement le fait de couvrir celui-ci par des vêtements, permet donc de rendre ce corps conforme aux règles propres à une société donnée, comme si le corps nu, celui des origines, celui de la naissance, était vide de sens. C'est pourquoi, même lorsque certaines occasions particulières permettent la dénudation dans l'espace public, dans des contextes bien déterminés, comme par exemple celui du camp naturiste dont je parlais tout à l'heure, ou dans le cas de l'usage mixte du sauna dans les pays nordiques, qui est assez commun,
Il ne s'agit jamais véritablement d'un retour à la nudité naturelle des origines, mais toujours d'une nudité artificielle, au sens de culturel, codifiée par la norme. Le corps dévêtu n'en est pas pour autant débarrassé de tous les artifices culturels qu'il a intégrés pour se construire tel qu'il est aujourd'hui. Son appartenance à l'ordre civilisé est d'emblée marquée par sa propreté, par sa station debout, par la maîtrise de son apparence grâce à différentes techniques comme l'épilation, l'ornement, le tatouage par exemple, ou même par l'entretien de sa forme par la gymnastique. Alors, gymnastique, terme dont l'étymologie grecque signifie art de développer le corps nu. Donc, tout corps humain intègre en lui les éléments qui le rattachent à une culture donnée, à ses normes particulières et à sa définition relative de ce que c'est que la pudeur. C'est ainsi que Lévi-Strauss rapporte que les sociétés dites primitives considèrent elles aussi la nudité comme absence de civilisation, même si la définition de cette nudité est relative à leur culture. Par exemple, pour les Indiens Caduveo au Brésil, celui qui n'est pas peint est stupide, et ne pas être tatoué, c'est offrir au regard une nudité indécente. Ainsi, ces Indiens interrogeaient-ils les missionnaires européens venus à leur rencontre: mais pourquoi êtes-vous si stupide? C'est-à-dire, pourquoi n'êtes-vous pas tatoué, puisqu'il fallait être tatoué pour être un homme? Dès lors, l'ensemble des recherches ethnographiques a permis de réfuter la croyance qui voudrait que le refus du vêtement signifie l'absence de pudeur. Au contraire, l'étude comparative des cultures a permis de montrer à la fois l'universalité de la pudeur au sein de l'humanité et en même temps sa très grande relativité dans ses manifestations, car cette notion varie nettement selon les époques et selon les peuples. Par exemple, un Indien Mbaya au Brésil n'éprouve aucune honte à déambuler dans le plus simple appareil, mais il convient cependant pour lui de s'épiler rigoureusement les cils et les sourcils, car montrer ses sourcils pour un Mbaya équivaut à montrer ses parties génitales en public pour un Européen. Par opposition, les très pudiques moines bénédictins du couvent de Saint-Gall en Suisse alémanique au IXe siècle n'avaient aucune gêne à s'abandonner tous ensemble aux nécessités naturelles dans des latrines collectives, à 9 places, à la seule condition de pénétrer dans la pièce la tête couverte si l'on était novice. La pudeur corporelle varie donc dans ses formes en fonction des lieux, des époques, des conditions sociales, du sexe ou des sensibilités culturelles à telle partie du corps. Et une telle relativité nous montre que le corps humain est bien plus un produit de la culture que de la nature, bien plus déterminé dans sa forme, dans ses mouvements et dans son allure globale, par son appartenance à une société constituée, plutôt que par un donné biologique commun à toute l'espèce humaine. Ainsi, le vêtement constitue surtout, et c'est là sa troisième fonction, une parure douée de signification, permettant de modifier indéfiniment l'apparence physique d'un individu. Cela ne constitue en rien un simple jeu esthétique, plus ou moins futile, mais au contraire, cela révèle la capacité de l'homme à s'émanciper de l'ordre naturel, tout en participant essentiellement à la construction identitaire de l'individu. Ainsi, le moindre morceau d'étoffe, le plus petit bijou, une simple trace de pigment inscrite sur le corps nu, participe à la construction de ce qui permet de distinguer l'homme de l'animal. Alors, par la parure vestimentaire, c'est la troisième fonction du vêtement, l'homme inscrit dans et sur son corps des signes sociaux, moraux et esthétiques. Et le vêtement manifeste ainsi la quête identitaire de l'homme, ainsi aussi bien en tant qu'espèce qui cherche à se séparer du reste du vivant animal, mais surtout en tant qu'individu qui, à la fois se rattache à une communauté, mais aussi se distingue de ses semblables en mettant en scène sa propre singularité. L'homme a conscience qu'il peut tout à fait changer l'apparence que la nature lui a donnée, que celle-ci n'est en rien une fatalité. Et le vêtement lui permet en ce sens de sculpter le corps naturel à la manière dont l'artisan sculpte une table ou une chaise en fonction d'un schéma imaginaire qu'il construit de lui-même. Le sujet peut, en habillant son corps, le façonner comme s'il s'agissait d'une matière brute, malléable à volonté, qu'on peut allonger, étirer, comprimer, contraindre ou relâcher selon la silhouette qu'on veut dessiner et la liberté aussi de mouvement que l'on veut autoriser. Par exemple, le corset, la gaine ou le soutien-gorge
immobilisent par leur rigidité une partie naturellement mouvante de l'anatomie féminine et procurent à la poitrine un maintien qui permet de mettre en exergue le décolleté. Et de même, la ceinture souligne la taille et peut faire voyager celle-ci du dessous de la poitrine aux hanches, selon son emplacement, ce qui fournit une grande latitude et ouvre un éventail très large de possibilités pour procurer à la silhouette une forme donnée plus ou moins avantageuse selon les morphologies. Elle permet ainsi de transformer la silhouette par un simple accessoire. Donc, bien qu'indépendant du corps auquel il n'est pas soudé, le vêtement n'est pas un objet extérieur à l'homme, comme un fauteuil ou une colonnade. Il fait corps avec lui. Il en prend l'odeur, la chaleur, et en réinvente perpétuellement la forme, en excédant ce que la nature impose. Comme l'affirme Jacques Laurent dans son bel ouvrage intitulé « Le nu, vêtu et dévêtu », le vêtement collabore avec la physionomie, le maintien, la parole, pour donner de celui qui le porte une représentation que les autres jugent. Mais ces formes vestimentaires extrêmement diversifiées ne sont pas le fruit de la fantaisie individuelle de chacun. En effet, l'individu vient toujours au monde au sein d'une société déjà constituée, structurée selon des normes et des valeurs qui lui préexistent et dont le respect conditionne son intégration au groupe. Concernant les usages vestimentaires, c'est donc toujours d'abord la société à laquelle on appartient qui détermine ce que l'on peut porter ou non. Et le costume que nous revêtons dépend grandement de la coutume que nous perpétuons. Costume et coutume relevant ici, à ce titre, de la même étymologie. Que les messieurs ici présents ne portent ni jupe ni talons hauts ne relève en rien de leur décision personnelle et autonome, mais confirme au contraire qu'y compris dans nos sociétés démocratiques postmodernes, on ne choisit jamais strictement de façon individuelle la manière dont on habille son corps. Certes, nous ne vivons plus, comme à la Renaissance, sous l'autorité de lois somptuaires qui, à l'époque, réglementaient et imposaient aux individus une certaine façon de se vêtir en fonction de leur appartenance sociale. Le vêtement permet en réalité l'intériorisation des rôles et des places sociales par la modification de la figure corporelle. Et on peut en effet constater qu'en modifiant les dimensions du corps, le vêtement procure, comme l'affirme le psychanalyste Flugel, un sentiment accru de puissance, le sentiment de l'extension de notre moi corporel par une plus grande occupation spatiale en fin de compte. Lorsque le vêtement étend les proportions du corps, l'esprit, par une sorte d'amalgame, ne distingue plus nettement ce qui revient en propre au vêtement et ce qui revient spécifiquement au corps. L'augmentation de la figure humaine globale, due en réalité aux vêtements, est alors attribuée inconsciemment au corps qui les porte. Par un phénomène de confluence, le vêtement redessine ainsi une anatomie à laquelle ajustement et hypertrophie donnent de nouvelles limites, produisant ainsi des effets psychologiques immédiats. Par exemple, le talon haut allonge la jambe féminine, accentue sa cambrure et commande une posture et une démarche particulières, moins rapides, avec des foulées plus mesurées, qui donnent une certaine dignité, une certaine sensualité au déplacement. Et celle qui porte cet attribut de la féminité bénéficiera sans doute aussi d'une image d'elle-même plus valorisante, susceptible de lui donner plus de confiance et d'accroître ainsi son pouvoir de séduction, malgré l'inconfort physique qui en résulte. Le vêtement ne se contente donc pas de modifier le corps, en réalité il permet aussi d'agir sur l'esprit de celui qu'il porte, en le dotant d'une certaine assurance ou au contraire d'une gêne ou d'un mépris de soi, lorsqu'il révèle par exemple une condition sociale modeste ou plus généralement la place de dominer au sein d'une société. Alors je voudrais terminer ce parcours sur les fonctions du vêtement en prenant l'exemple type d'un vêtement qui est la jupe. Parce que cet exemple nous permet tout particulièrement de comprendre cette fonction à la fois psychologique mais aussi politique du vêtement. Dans la culture occidentale, la jupe symbolise le genre féminin, par opposition au pantalon dont le port s'est généralisé en France pour les hommes à partir de la Révolution comme symbole politique pour les sans-culottes, qui était donc le signe d'une citoyenneté dont les femmes étaient exclues. Et à partir du XVIIIe siècle, la jupe est définie dans le dictionnaire comme, je cite, une partie de l'habillement féminin qui descend de la ceinture à une hauteur variable. Et on emploie le mot jupe ou jupon de façon métonymique pour désigner la femme
comme en atteste l'expression « coureur de jupons ». Alors pourtant, la séparation entre vêtements d'hommes et vêtements de femmes obéit à un principe plus ancien, un principe de différenciation des genres par le vêtement qui est déjà présent dans la Bible, plus particulièrement dans le Deutéronome, ce livre où l'on trouve l'interdiction explicite du travestissement. Je cite « Une femme ne portera pas un costume masculin et un homme ne mettra pas un vêtement de femme. Quiconque agit ainsi est en abomination à Yahvé ton Dieu. » Selon la même logique, une ordonnance de la préfecture de police de Paris, datant de 1800, abrogée seulement en 2013 pour l'anecdote, interdit aux femmes de porter un pantalon, à moins de disposer d'une autorisation spéciale de la police. Alors cet interdit social du port du pantalon pour les femmes est d'ailleurs resté très fort jusque dans les années 1960, et on peut s'interroger sur la signification d'une telle interdiction par-delà le fait qu'elle permet bien évidemment le maintien de l'ordre établi de la distinction des sexes. Quelle est exactement la finalité de ce qu'on pourrait appeler une telle police du genre ? Selon une déclaration du ministère du droit des femmes en 2013, cette ordonnance visait avant tout à limiter l'accès des femmes à certaines fonctions ou métiers en les empêchant de se parer à l'image des hommes. Mais est-ce qu'il s'agit seulement d'entériner un ensemble d'inégalités économiques et statutaires, emblématiques de la domination des femmes dans la société française ? Il me semble qu'on peut supposer que l'obligation de la jupe servirait peut-être, de manière plus générale, à garantir l'ordre patriarcal contre toute éventuelle contestation féminine, contre toute velléité des femmes de porter la culotte, comme on dit, et de s'emparer d'un pouvoir traditionnellement réservé aux hommes. Alors, cette interprétation que je vous propose peut être défendue dès lors qu'on part du constat simple que, contrairement au pantalon, la jupe est un vêtement ouvert. Et symboliquement, on peut ainsi voir dans la jupe l'accessibilité directe du sexe féminin, puisque pendant très longtemps, les femmes n'ont pas porté de sous-vêtements, mais simplement des jupons superposés. Et encore aujourd'hui, malgré le port de sous-vêtements, malgré le port aussi de collants, porter une jupe peut être vécu par une femme comme l'exposition vulnérable à la puissance virile, puisqu'un simple coup de vent suffit à dévoiler l'intimité. Et dans les cours d'école, le jeu qui consiste à soulever la jupe des filles existe toujours. Porter une jupe contraint donc la femme à adopter des postures qui garantiront la préservation de sa pudeur et à limiter ses mouvements et ses activités afin de ne pas prendre le risque de révéler ses dessous. Et la petite fille fait très tôt l'expérience de ce type de contrainte, lorsqu'elle découvre que porter une jupe, par exemple, l'empêche de grimper aux arbres, d'enjamber des clôtures et de partir explorer son environnement avec autant de liberté que ses petits camarades masculins. Permettant moins de possibilités de mouvement que le pantalon, la jupe restreint le choix des activités physiques et bride ainsi tout éventuel désir d'aventure, cantonnant la femme à davantage de sédentarité et de passivité. Dès lors, on s'aperçoit que la jupe constitue, chez la femme, un moyen concret d'intérioriser dans son corps même, par le conditionnement à certaines postures, la domination masculine. Alors, dans le petit document que je vous ai fait circuler, j'ai inclus un exemplaire d'une planche des travaux de la photographe allemande Marianne Wex, qui, dans les années 70, a cherché à mettre en évidence qu'il existait un langage féminin et un langage masculin du corps. L'idée, c'est de dire que tous les mouvements que nous exécutons dans la vie quotidienne, notre façon de marcher, notre façon de nous asseoir, de nous tenir debout, etc., constituent une part importante de ce que nous communiquons, et notamment notre appartenance à un genre. Et donc elle a pris environ 5000 photographies, dans la rue, dans des gares, à l'insu des hommes et des femmes qui ont été photographiés, dans des postures tout à fait spontanées. Et elle a cherché, en classant ces photographies, à montrer comment ce langage du corps devient le signe distinctif qui permet de savoir si la personne est un homme ou une femme. Alors, l'observation des séries qu'elle a pu organiser montre que les caractéristiques les plus générales des attitudes des femmes sont le maintien serré des jambes, les pieds croisés, les pieds posés droits ou vers l'intérieur, et la tenue des bras près du corps, les jambes croisées. La femme en jupe serre ou croise les jambes, en effet, lorsqu'elle s'assoit et occupe un minimum d'espace, alors que les hommes écartent les cuisses
proportionnellement à leur degré d'adhésion à la norme virile et prennent le maximum d'espace, affirmant par leur corps leur rôle de dominant. Ainsi, comme l'indique le titre des travaux de Marianne Wex, le langage féminin et masculin du corps constitue bien un reflet de l'ordre patriarcal en ce qu'il contribue à la détermination d'un sexe fort et d'un sexe faible. Et il faut noter que la jupe, en contraignant le corps de la femme à occuper moins d'espace, participe aussi à l'établissement de la hiérarchie entre hommes et femmes. Alors, de nos jours, pourtant, par un étrange renversement, la jupe est devenue l'enjeu d'un nouveau combat féministe que l'historienne Christine Barr, historienne angevine, relate dans son ouvrage « Ce que soulève la jupe ». Elle y montre qu'il ne s'agit plus de contester l'interdiction du port du pantalon, comme dans les années 60, ou de chercher la libération à travers la mixité vestimentaire, mais d'utiliser au contraire la jupe comme symbole du droit à la féminité. Dès 2003, l'association féministe Ni pute ni soumise met en évidence que la jupe en est venue à être souvent interprétée comme un signal de disponibilité sexuelle. En effet, lorsqu'elles osent porter une jupe, beaucoup de jeunes filles sont aujourd'hui montrées du doigt et automatiquement étiquetées filles faciles. Parce que la jupe révélerait leur intention coupable de séduction, ce vêtement est dans ce contexte considéré comme un signe de provocation sexuelle. Et dans certains quartiers, les femmes préfèrent donc parfois renoncer au port de la jupe par souci de préserver leur tranquillité ou leur réputation. En 2006, l'initiative de la journée de la jupe est née dans un lycée catholique, à Étrelles en Bretagne, et les lycéens avaient constaté que les filles venaient toutes au lycée en pantalon, alors qu'à l'extérieur, elles aimaient bien porter des jupes. Et donc c'est la raison pour laquelle ils ont instauré une journée où elles étaient invitées à venir en jupe pour montrer qu'on pouvait porter ce vêtement sans qu'il soit considéré comme une invite sexuelle. Cette initiative, destinée à promouvoir le respect, a permis de débattre des relations entre les deux sexes, permis de débattre aussi de séduction, de sexualité, mais aussi de violence. Son succès a été relayé par la presse et a permis que l'événement s'institutionnalise et puisse avoir lieu dans d'autres écoles en France. Et à peu près en même temps, sans connaître au départ cette initiative bretonne, le réalisateur Jean-Paul Lilienfeld écrit le scénario de son film La journée de la jupe, qui sortira donc en 2009, film dans lequel Isabelle Adjani campe une professeure de français attachée au port de la jupe et enseignant dans un collège de banlieue défavorisé. Un certain nombre d'entre vous l'ont vu visiblement, poussée à bout par la violence permanente de certains élèves qui vont nier son autorité, qui la traitent de manière sexiste, elle va finir par prendre en otage ses élèves pour leur faire cours et leur apprendre à remettre en cause leurs préjugés sexistes. Et donc, en dénonçant la banalisation des violences sexistes, le film montre que le port de la jupe constitue, dans une société toujours marquée par l'inégalité des sexes, un moyen pour les femmes de revendiquer le droit à disposer de leur corps et de leur liberté sexuelle sans subir l'opprobre masculine. Porter une jupe ou une robe, c'est oser se montrer séduisante en affirmant sa féminité, et plus qu'un signe de coquetterie, on peut y voir, par les maîtrises des codes de la séduction, une proclamation de la puissance féminine. Alors, pour ceux qui ne seraient toujours pas convaincus de cette valeur symbolique de la jupe, une petite anecdote récente. Le 7 juillet 2012, Cécile Duflot, à l'époque ministre Europe Écologie Les Verts de l'égalité des territoires et du logement, ose se présenter à l'Assemblée nationale pour la session des questions au gouvernement, vêtue d'une robe qui plus est à fleurs, pratique peu courante s'il en est. Alors les réactions ne s'en font pas attendre, Cécile Duflot fait l'objet de sifflets, de huées, provenant surtout des bancs occupés par les députés de l'UMP, au point que Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, est obligé d'intervenir pour faire taire le chahut. Accusés de machisme, les intéressés se sont défendus tant bien que mal à la sortie de la séance. Je cite quelques propos. « Nous n'avons pas hué ni sifflé Cécile Duflot, nous avons admiré. » Puis, « Enfin, on peut regarder une femme avec intérêt sans que ce soit du machisme. » Et « Elle a manifestement changé de look, et si elle ne veut pas qu'on s'y intéresse, elle peut ne pas changer de look. D'ailleurs, peut-être avait-elle mis cette robe pour ne pas qu'on écoute ce qu'elle avait à dire. » Alors je cite ici les propos de Patrick Balkany, député UMP, dont on saurait remettre en cause la probité et la bonne foi.
Alors cette anecdote, elle est d'autant plus amusante quand on la met en perspective avec un autre épisode de la vie politique française qui est rapporté par Christine Barth dans son Histoire politique du pantalon. En 1972, Madame Michèle Alliot-Marie est conseillère technique au cabinet d'Edgar Faure et là, horreur malheur, elle se présente à l'Assemblée nationale en pantalon. Un garde tente de l'empêcher d'entrer et elle aurait alors répondu « Si c'est mon pantalon qui vous gêne, je l'enlève dans les plus brefs délais. » Bon, évidemment, elle finira par rentrer en montrant que les usages peuvent très bien évoluer. Donc le port de la jupe ou du pantalon pour les femmes renvoie bien à l'enjeu politique de l'égalité des sexes. Mais si cette police du genre constitue bien un ensemble d'instruments de contrôle sexiste permettant la régulation du féminin, il ne faut pas oublier qu'elle s'exerce tout aussi bien sur les hommes, qui disposent aujourd'hui d'un choix vestimentaire beaucoup plus restreint que les femmes. Il n'est pas admis dans notre société qu'un homme s'habille en jupe, cette attitude relevant forcément du travestissement. Un homme portant une jupe suscitera le rejet, les moqueries et sans doute des réactions d'homophobie, car le port d'un tel vêtement par un homme est immédiatement interprété comme un signe d'effémination. Pourtant, en 1984, Jean-Paul Gaultier introduit la jupe masculine dans sa collection « Et Dieu créa l'homme ». Il a depuis été suivi par d'autres grands couturiers comme Max Jacob, Agnès B. ou encore John Galliano en 2009. Et dans la même mouvance, l'association Hommes en jupe milite depuis 2007 pour que la jupe se développe dans la mode masculine et puisse être portée par les hommes en toute liberté. Puisque les femmes ont conquis une liberté vestimentaire en s'appropriant les éléments du vestiaire masculin, pourquoi les hommes ne pourraient-ils pas lutter à leur tour contre la police du genre, qui leur assigne des limites strictes en termes de vêtements? Il s'agirait donc pour les hommes de s'approprier la jupe pour en faire une pièce normale de leur vestiaire, au même titre que le pantalon ou le short, ce qui est d'ailleurs le cas dans d'autres cultures, comme par exemple le kilt écossais, la djellaba au Maghreb, ou encore au Sri Lanka et en Indonésie, les hommes qui portent quotidiennement le sarong, qui n'a rien de féminin. Impossible dans notre culture d'imaginer des hommes en jupe, me direz-vous. Ridicule, trop féminin. Pourtant, quand on les regarde, les jupes dites masculines, par leur coupe, leur matière, leurs motifs, leurs couleurs, ont une allure résolument virile. Et en son temps, la jupe du gladiateur ne faisait sûrement pas paraître efféminée ni travestie. Qu'est-ce qui empêche alors les hommes d'étendre leur garde-robe en y incluant des jupes? Les quelques initiatives de jupes masculines de la part des grandes marques de prêt-à-porter comme H&M en 2010 ou Zara plus récemment n'ont pas encore vraiment connu de franc succès. Sans doute parce que les hommes en jupe se heurtent encore au sexisme et à l'homophobie, indépendamment de leur orientation sexuelle réelle. On va trouver que la jupe les féminise, comme on a reproché au pantalon de masculiniser les femmes, de brouiller la frontière entre les genres, et donc, crime suprême, de déstabiliser la société. Un tel refus relève surtout d'une sorte de malaise avec la fluidité du genre. De même qu'on avait peur que les femmes ne soient plus femmes en portant le pantalon dans les années 60, on a peur que les hommes perdent leur virilité en portant des jupes. Et on s'accroche alors à des signes de virilité qu'on pense éternels, universels, encore par un réflexe ethnocentrique, mais aussi peut-être pour se rassurer, pour continuer à garder des repères qui nous sécurisent sans s'apercevoir de leur extrême relativité culturelle. En réalité, on gagnerait peut-être en liberté en s'autorisant à explorer de nouvelles possibilités sans craindre à chaque fois la mise en danger de l'ordre social établi. En définitive, vous l'aurez compris, le sens de notre éternelle hésitation vestimentaire du matin, lorsque nous tergiversons devant notre armoire, n'a décidément rien de futile. Je vous remercie.